Minimisez-vous les effets du diabète de type 2 sur votre cœur? La réalité douce amère reste que l'impact du diabète ne se limite pas au taux de sucre dans votre sang. Il peut affecter plusieurs parties du corps, y compris votre cœur. En fait, une personne atteinte de diabète de type 2 sur 2 mourra des suites d'une maladie cardiaque. Si vous êtes atteint de diabète et avez des antécédents de maladie cardiaque, sachez qu'il existe des médicaments qui, de concert avec un régime alimentaire et l'exercice, peuvent réduire votre risque de décès dû à des problèmes avec votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Parlez-en avec votre médecin dès aujourd'hui et visitez moncoeurmavie.ca pour en apprendre davantage. Gracieuseté de 2 des compagnies de recherche pharmaceutiques les plus réputées au Canada. Nous avons dû tout mettre sur pause. Et toutes mes pensées se sont alors tournées vers ce moment où nous pourrions enfin nous remettre en mouvement. Faites votre retour via Rail. Cube Radio. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors Mathieu, tu veux nous parler aujourd'hui des contradictions de Québec solidaire qui tenait son congrès ce week-end. En quoi se contredisent-ils? Alors, c'est qu'il y a 2 discours en ce moment qui se croisent à Québec solidaire, 2 stratégies, 2 visions, 2 manières d'aborder ce qu'est la gauche et plus largement ce que sont les enjeux collectifs. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le noyau doctrinal de QS, qui est le noyau appelons ça multiculturalisme, oui. Adhésion à l'idéologie woke, adhésion plus globalement à toute une forme de néo-socialisme un peu étrange, la part anticapitaliste qui est jamais très absente. Bon, ça c'est le noyau. De l'autre côté, QS comprend qu'il y a des limites à ce créneau dans l'état actuel de l'électorat au Québec. Donc, comment QS cherche-t-il à percer d'une manière ou de l'autre? Comment QS cherche-t-il à percer? En embrassant la question socio-économique dans sa forme relativement classique. C'est-à-dire la question notamment de la famille-travail, la possibilité pour la possibilité pour les gens d'avoir c'est la question de la qualité de vie. Pardonne-moi, je cherchais ma formule. Bon, alors cette question-là, donc, on veut gagner les gens avec des préoccupations quotidiennes en disant, voyez, le capitalisme aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous empêche de véritablement nous épanouir avec nos familles. On est toujours tiraillés, on est prisonniers en mille et une préoccupations quotidiennes. Il faudrait avoir plus de temps libre, plus de vacances, plus de repos et ainsi de suite. Mais ça, c'est un discours qui peut rejoindre une partie de la population. Mais pour peu que cette partie de la population soit interpellée par ce discours de gauche économique qui nous rappelle la fonction, je dirais, positive de la gauche économique dans nos sociétés, l'envers, c'est quoi? C'est que si tout le discours sur le racisme systémique et les YEL, pour reprendre le mot du jour, tout ce discours un peu à la mode parvient à s'imposer les territoires non cédés, ils vont perdre des électeurs qu'ils peuvent gagner pour peu que leur fonds remonte à la surface. Et c'est donc non seulement une contradiction, mais je dirais que c'est 2 manières fondamentalement contradictoires d'aborder l'électorat aujourd'hui. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, selon toi, est-ce qu'il cache son jeu? C'est-à-dire, est-il beaucoup plus radical qu'il le laisse transparaître? Parce que là, ce qu'il dit, c'est qu'on veut revenir là, à la source de la bonne vieille gauche traditionnelle qui défend le petit peuple, le petit travailleur, la gauche de Michel Chartrand, la gauche de ces gens-là. Est-ce que tu crois qu'il avance masqué, qu'il est beaucoup plus radical qu'il le laisse penser? Moi, je pense que c'est pas modéré, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un homme qui a le sens des institutions un peu, qui a su prendre les habits dans tous les sens du terme du parlementaire raisonnable, mais qui, dans le fond de son discours, demeure un discours fondamentalement marqué par une gauche assez radicale. Je crois pas que c'est l'aile woke de QS, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais une fois que c'est dit, il adhère à la théorie sur le racisme systémique, il adhère à tout ce discours-là en général, et comme Emmanuel Latraverse l'interviewait vendredi dans l'émission Le Bilan, à LCM, et on a vu GND parfaitement se rallier de maintenir la ligne en fait sur le racisme systémique et ainsi de suite, qui est un discours qui, pour l'instant, puis j'espère pour encore longtemps, va heurter fondamentalement les Québécois francophones qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc là, comment être capable de tenir ensemble ces 2 aspects? Nadeau-Dubois, je dirais que c'est la vitrine parlementaire qui se veut raisonnable de Québec solidaire, mais il faut jamais oublier c'est quoi la base militante de ce parti, et d'un coup, ça relativise ses prétentions à la modération. Mais
Si QS est capable d'amener dans l'espace public les préoccupations liées justement c'est-à-dire au surmenage, à la qualité de vie, tout ça, ben là, QS fait une contribution positive au débat public d'une manière ou de l'autre. Mais le fait est que j'ai l'impression que c'est un discours qui vient se rajouter à un noyau véritable, puis en dernière instance, on sait ce qui va trancher, ce qui va peser. D'ailleurs, QS joue un peu la carte de l'hypocrisie sur la question de la loi 21. Auparavant, il disait qu'il l'abolirait s'il prenait le pouvoir. Maintenant, ils disent qu'on veut pas faire campagne là-dessus parce que c'est divisif. Puis ensuite, ils nous disent qu'ils vont modifier la loi 21 s'ils prennent le pouvoir, notamment en faisant en sorte de permettre aux enseignantes de porter le voile. Bon, ben, QS, autrement dit, sur un des principaux acquis de la vie politique québécoise depuis quelques années, refuse en fait d'avoir une position minimalement claire. Et c'est effectivement sur la loi 21, ils disent qu'ils sont en train là, de cogiter à quelle sera leur position. Oui, en fait, je pense que dans les faits, on sait ce qu'ils pensent. La question fondamentale ensuite, c'est de savoir, quand on voit QS, c'est de savoir devant tout ça, est-ce qu'ils auront le courage d'assumer dans les débats, est-ce qu'ils vont avoir le courage d'assumer leur position? Quand on sait que sur Bouchard-Taylor, par exemple, moi je te critique de Bouchard-Taylor, mais pour d'autres raisons, eux, ils ont changé de position du tout au tout. Bon, c'est intéressant, ça. Donc là, sur les questions fondamentales, est-ce qu'ils décident de les dissimuler, comme en d'autres temps, les souverainistes cachaient l'indépendance le temps d'une élection pour en parler ensuite à leurs militants? Ou est-ce qu'une fois au pouvoir, donc le véritable programme remonterait à la surface? C'est intéressant de savoir finalement devant quelle gauche nous nous retrouvons. Et mais c'est intéressant de voir aussi les partis qui tentent de se dissocier de leurs éléments les plus radicaux. On voit ça au Parti conservateur où Erin O'Toole tente vraiment il veut prendre ses distances avec les anti-vax, les anti-mariage gay, etc. On voit ça, ce combat-là au sein du Parti républicain aux États-Unis où il y a des gens qui tentent de prendre leur distance avec le trumpisme. On voit ça dans le Parti libéral du Québec, même où il y a des gens qui veulent qu'on tende la main aux francophones et qu'on décolle un peu là, des anglophones et des allophones. Bref, on dirait dans tous les partis, il y a des luttes internes contre les éléments les plus radicaux. Oui, ça, c'est inévitable. Ensuite, toute la question de savoir ce qu'on voit comme radical aujourd'hui. C'est-à-dire la définition du radical évolue avec le temps. Aujourd'hui, au Parti libéral, manifestement, un radical, c'est quelqu'un qui veut tendre la main aux francophones. faut voir une forme d'inversion du discours. Mais c'est normal qu'un parti ait une base militante plus engagée. C'est normal que dans cette base militante, il y ait une forme appelons ça, d'attachement, un noyau de doctrine. Moi, c'est le rôle des militants. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quelquefois, un parti, pour croître, doit s'éloigner de ce noyau militant sans le trahir complètement. Mais là, le problème, c'est quand on se retrouve non pas avec un discours qui, je dirais, fait des aménagements avec la base, mais qui fondamentalement a besoin de renier la base fondamentalement. Sur la base de QS, comme je dis, c'est le discours néo-woke, woke, je sais pas trop comment l'appeler, machin. Mais de l'autre côté, les électeurs qu'ils veulent avoir sont opposés à ça. Le Parti québécois a rarement cherché, par exemple, à gagner le vote des fédéralistes. Il cherchait à gagner le vote des nationalistes ou à transformer les fédéralistes en souverainistes. Là, QS décide de finalement voiler son discours, de le masquer de mille et une manières pour gagner des électeurs. Mais pour nous ressortir le programme après coup, c'est quand même pas un petit détail. Écoute, tu as vu aussi au sein du Parti conservateur du Québec, il y a Adrien Pouliot, qui est l'ancien chef, qui a dit que le gouvernement a euthanasié 6000 personnes âgées. C'est un terme extrêmement dur. Et là, Éric Duhem, qui est arrivé, il a tenté de calmer le jeu en disant non. Ces morts-là étaient évitables, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est une euthanasie volontaire, là. Ben, évidemment, c'est beaucoup bon sens. Ce qui est fascinant là-dessus, c'est que Duhem est donc appelé à modérer son propre parti. C'est amusant quand même comme formule. Mais j'ai l'impression que Éric Duhem est en train là, de tu sais, il s'était peinturé dans le coin avec toutes ses prises de position sur le vaccin, sur les mesures sanitaires, puis je pense qu'il se rend compte que ça n'a pas de bon sens et il est beaucoup plus discret là-dessus ces temps-ci. Il ne peut pas faire campagne que sur ça. Surtout que la crise, on en sort peu à peu. Elle va rester encore dans le paysage pour un temps. On voit en Europe que ça peut revenir d'une manière ou de l'autre, bien qu'on l'aborde de différentes manières. Donc là, il y a quelque chose d'un peu étrange à travers tout ça. C'est que faire devant quand le noyau la rampe de lancement de son parti est de moins en moins efficace en ce moment, la question sanitaire. Donc là, que nous dit Duhem à travers tout ça? Eh bien, je suis capable de calmer ma base. Bon, ben c'est pas si mal. Puis il fait preuve, un chef fait preuve d'autorité lorsqu'il est capable, notamment,
de modérer ces éléments les plus radicaux, alors que lui ne passait pas particulièrement pour un modéré. Donc ça, je pense qu'il apprend le métier politique, puis il l'apprend pas trop mal. Ce n'est pas un homme sans talent, bien qu'il ait quelques excès, pour le dire d'un euphémisme. Bon, mais pendant qu'on parle de politique, je vais te laisser là-dessus. Le Pierre Nantel, qui va être candidat péquiste dans Marie-Victorin. Pierre Nantel dit qu'il a toujours été souverainiste. Mais pourquoi s'est-il présenté au NPD ou au Parti vert fédéral alors? On peut se poser la question. Pour une raison simple, là-dessus, je pense que ça se comprend. On était dans une époque où la question de la souveraineté, la question nationale, était laissée de côté. Donc, bien des gens qui étaient favorables en soi à l'indépendance se disaient, se fera pas. Bon, mais on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire sur les autres questions qui nous tiennent à cœur. Mais là, s'il considère que la question nationale doit revenir, qu'il veut s'y vouer, il veut s'y consacrer, il considère que les circonstances font en sorte qu'il faut rebâtir un parti souverainiste, il y revient. Chose certaine, on ne peut pas y voir de l'opportunisme. Quelqu'un qui déciderait aujourd'hui de se présenter au PQ par opportunisme serait l'opportuniste le plus imbécile de l'histoire de l'opportunisme. Il n'y a aucune opportunité au PQ en ce moment, sinon risquer sa carrière, risquer de perdre, risquer la défaite. Donc, manifestement, c'est pas de l'opportunisme. Peut-être c'est un désir de faire de la politique en tant que tel, ça c'est possible, mais il risque bien davantage qu'il ne peut gagner. Et dans les circonstances, s'il le fait au nom de la question de la souveraineté, c'est pas la cause la plus sexy en ce moment. L'embrasser, ça l'honore. Tiens, dernière question de fin, parce que j'en ai une autre. On n'a pas parlé de la CAQ. François Legault, qui nomme un ministre qui va être responsable du retour des Nordiques et qui s'est fait filmer, enregistrer devant les caméras de télévision en portant le chandail du Canadien, puis tout ça en patinant. A-t-il vraiment besoin de ça pour gagner ces élections? Oh non, moi je trouve que ça c'est du nationalisme bas de gamme. Puis Dieu sait qu'en matière de nationalisme, moi j'aime beaucoup le nationalisme. C'est important le nationalisme. Mais là, c'est comme si à défaut d'être capable de faire des vrais gains politiques, il flatte la cible canadienne française. Puis moi j'ai rien contre le fait de flatter la cible canadienne française. Mais le fait est que là, ça devient une forme de nationalisme régressif. Nationalisme, je dirais compensatoire, en fait. Le bon terme, c'est compensatoire. C'est-à-dire, à défaut de dire quelque chose d'essentiel, on va se replier sur ça. Bon, il y a quelque chose de très provincial dans tout ça, hélas. Surtout, t'agis comme ça quand t'as de la difficulté à avoir des votes, puis que, t'es pas sûr de gagner, ça fait un peu désespéré. Mais là, il trône en haut des sondages. Avait-il besoin de descendre aussi bas? Ouais, là, je suis d'accord. Je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu municipal. C'est plus un discours d'échevin que de premier ministre du Québec. Merci, Mathieu Bock-Côté. À demain. Avec un coup de foudre garanti pour la gamme iPhone 12 à partir de 11 $ par mois avec certains forfaits 24 mois et le crédit retour. Plus un crédit de bienvenue de 200 $. Offre d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Choisir une phrase ou un mot de passe plus robuste. Mon cyberréflexe, changer Minou 123 que je mets partout pour un mot de passe aussi original que moi. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, tu écris aujourd'hui une chronique dans le journal Le spectre du reconfinement et tu écris un spectre entre l'Europe, celui du reconfinement, parce qu'on voit qu'en Autriche, en Allemagne, ça brasse beaucoup, parce qu'après avoir permis aux gens de goûter à la liberté, on leur demande de revenir en arrière et de rentrer chez eux. La preuve, Mathieu, que lorsque tu déconfines, il faut que tu sois sûr de ton affaire, parce que tu ne veux pas soudainement qu'une augmentation de cas et que tu doives reculer et revenir en arrière. Oui et non. C'est-à-dire que il faut évidemment pas déconfiner de manière imprudente, ça va de soi, mais sachant, à moins de croire qu'on est dans la pandémie perpétuelle, appelons ça comme ça. Mais si on n'accepte pas l'idée de la pandémie perpétuelle et qu'on constate que c'est un virus qui revient, qui est un virus assez agressif, donc il faut prendre au sérieux, qui est saisonnier, qui exige probablement une vaccination régulière, du moins pour un temps. Pardonne-moi. Mais la question, c'est on ne peut pas mettre nos sociétés sur pause, dépause à répétition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver une manière désormais de vivre avec cette cochonnerie. Vivre avec cette cochonnerie, c'est la question du vaccin, évidemment. Pourquoi?
Parce que le vaccin, bon, on le dit et redit, il n'empêche pas la contamination, mais il diminue sérieusement les formes graves de la maladie. Donc, en gros, ça transforme la COVID, qui peut être particulièrement agressive, en grippe ou maxirhume, grippe détestable, mais qui est pas de la même portée que quand on a attrapé la COVID en un premier temps. Donc là, la véritable question, est-ce que c'est vrai qu'on doit, parce qu'on en débat beaucoup ici en Europe, est-ce qu'on doit calculer désormais le nombre de cas? Ou est-ce qu'on doit plutôt s'intéresser aux hospitalisations? Et s'il s'agit de s'intéresser désormais aux hospitalisations, ben il s'agit d'être capable d'intégrer le facteur COVID dans le système de santé à la manière d'un nouveau problème structurel régulier qui va revenir. Mais le système de santé, dit-on, c'est ce qu'on dit dans les débats publics, doit s'adapter le plus possible à ce phénomène nouveau sans que nos sociétés soient prises désormais à faire de l'aller-retour dans le confinement. Donc, et là, on a vu en Autriche, ça reconfine. La réaction n'est pas très heureuse. Aux Pays-Bas, ça discute de ça aussi. En France, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une espèce de décalage entre le retour de la COVID comme thème politique, même le premier ministre Jean Castex a attrapé la COVID, mais qui est doublement vacciné, mais à ce qu'on dit, les symptômes sont très légers. Donc, tu vois, tout ça se tient. Et de l'autre côté, la population qui n'est politiquement et mentalement plus fixée sur cette question, ce n'est manifestement plus celle-là qui capte son attention. Puis même au quotidien, on le voit, le premier réflexe, c'est de laisser tomber le masque, ou alors les mains, on les serre à nouveau. Donc, il y a une espèce de portrait nouveau qui se dégage. Étrangement, je te dirais que le déconfinement se poursuit mentalement malgré tout. C'est-à-dire, les gens sont en train d'accepter cette idée que, ben oui, il y a la COVID dans le portrait, et l'essentiel, c'est qu'on soit vacciné, et puis on s'adaptera. Puis ensuite, il y a la question du pass sanitaire, dans quelle mesure il fonctionne ou non. Mais tout ça nous amène à une période qui n'est plus celle, je crois, la réaction traumatique à l'épidémie sur le mode, ben, on se confine, on va se cacher. On n'en est plus là. La question est de savoir comment intégrer ça désormais dans notre quotidien politique. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, les gens qui, chaque jour, nous disent le nombre de cas, là, ça veut rien dire, le nombre de cas. Si 90% de ces cas-là, c'est tout comme une grosse grippe parce que les gens sont déjà vaccinés, puis qu'est-ce que ça nous dit de savoir le nombre de cas? Et à la limite, et là, j'arrive sur un terrain glissant, Mathieu, mais écoute-moi bien, qu'on nous dise, mettons, qu'il y a 2 décès par jour. Ouais, mais qui, c'est-tu des gens qui avaient vraiment des gros problèmes de santé? C'est-tu des gens qui avaient un certain âge? Je dis pas qu'un vieux qui décède, c'est pas grave, mais tu comprends? Est-ce que c'est hyper dramatique, 2 décès par jour, là? Est-ce que non, ça... on entre dans une logique qui c'est-à-dire que c'est une maladie nouvelle qui est pas, c'est ça l'affaire, c'est pas une fausse maladie. C'est une vraie problème. Mais c'est pas la peste non plus. Mais ça, on l'avait compris depuis un temps déjà. Donc, c'est une vraie maladie, mais c'est pas la peste. Donc, manifestement, ça peut pas nous empêcher de vivre. On ne va pas non plus éternellement se transformer en petites créatures confinées, peureuses, qui ont peur de leur ombre. Les gens veulent recommencer à vivre, mais il y a une part de risque nouveau qui vient de cette nouvelle, qui vient de s'intégrer dans nos vies. Et là, c'est comment traiter, comment gérer, comment assumer ce risque nouveau. Là, c'est là-dedans qu'on tâtonne en ce moment. Donc, on n'est pas certain de la réponse. On hésite. On se dit, bon, mais est-ce qu'on peut reconfiner? La question se pose. Et c'est pour ça que moi, dans ce débat, moi, je suis de ceux qui disent, non, le reconfinement n'est plus une option. C'est-à-dire, le traumatisme causé par ce machin-là était tel, sur l'économie, sur la vie sociale en général, qu'on ne peut plus reconfiner. Il faut désormais penser des options de gestion de la crise où le confinement n'est plus une option, parce que sinon, si ça le devient, eh bien là, on arrive vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la dimension autoritaire de la santé publique, potentiellement autoritaire, on s'entend, c'est-à-dire que le confinement d'une population devient un mode de gestion naturelle des épidémies saisonnières. Eh ben non, ça là-dessus, on peut pas accepter cette hypothèse-là. Donc, tu vois, on aborde le débat de toute autre manière que ces derniers mois, que ces 2 dernières années. Et la question, c'est de savoir comment bien l'aborder raisonnablement, sans diminuer la réalité de la chose, mais sans virer fou non plus. T'as vu, je me faisais une réflexion hier parce que on est en train de faire des études très sérieuses. Là. C'est sur des souris, mais on va commencer à faire ces études-là sur des êtres humains. On aurait trouvé un médicament très intéressant contre le cancer. Richard Béliveau lui-même en parlait. Ça fait 35 ans qu'il travaille en oncologie et c'est la première fois qu'il voit ça, une telle percée, une telle avancée. Donc, écoute, on sait que le cancer, les gens meurent à majorité de cancer. Si on réussit à guérir, à prévenir le cancer, ben il va y avoir moins de morts du cancer, mais plus de morts d'autres choses. Il faut mourir de quelque chose. Oui, hélas.
Hélas. Non, mais... Moi, c'est la part de l'existence avec laquelle je me réconcilie difficilement. C'est que ça doit se terminer. Ouais. C'est quand même bien vivre. Le banquet, les amitiés, les fêtes, tout ça, c'est quand même formidable. Mais notre humaine condition nous condamne à disparaître un jour. Un jour, nous ne serons plus que poussière. Hein. Tu es poussière et tu retourneras poussière. On va finir en dernière instance à la manière d'un banquet pour les vers de terre. Bon. Nous le savons. Une fois que c'est dit, moi je suis émerveillé par les progrès de la médecine. Le cancer est une saloperie intégrale qui, dans nos vies, qui nous vole nos amis, qui peut quelquefois nous frapper personnellement. Et devant ça, moi, je suis émerveillé par les progrès de la médecine et je trouve que cette idée, c'est quand même un progrès exceptionnel sur un siècle qu'on a fait pour être capable de faire reculer les frontières de la mort, pour être capable véritablement de soigner ce qui n'était pas soignable auparavant. Mais en dernière instance, nous demeurons prisonniers de l'humaine condition et l'humaine condition peut nous mordre à la manière de cette petite bête détestable qu'est la COVID, quelquefois nous frapper à la manière de ce dragon qu'est le cancer, mais en dernière instance, il faut bien mourir. Mais cela dit, d'ici là, vivons le plus ardemment possible. Mais tu sais que, mettons, si on éradique le cancer, tu sais qu'au moment où on se parle, Mathieu, tu as lu des textes là-dessus, là, il y a des scientifiques, et pas les moindres, des gens extrêmement sérieux qui travaillent sur la mort, en disant la mort est une maladie et on peut combattre cette maladie-là. En fait, qui travaillent sur l'immortalité. Oui, pour moi, dans les laboratoires. De philosophes transhumanistes. C'est-à-dire, parce que l'homme meurt, il mourra. Parce que l'homme naît, dis-je, il mourra. C'est-à-dire, si nous avions vocation à l'éternité, nous serions dans l'incré. Hein. Alors non, le propre d'un être vivant, c'est on apparaît, puis à un moment donné, on arrive au terme d'un cycle biologique, et c'est comme ça dans tout le cycle du vivant. Donc ça, évidemment, il y a les machines, les fantasmes d'immortalité, je les comprends, ils structurent l'imaginaire humain depuis toujours. Mais ce qui est à notre portée, cela dit aujourd'hui, c'est de vivre plus vieux, de vivre en meilleure santé, de vivre plus longtemps, d'éviter les maladies qui nous fauchent trop jeunes. Tout ça. Et alors ça, évidemment, c'est pas la promesse de l'éternité. L'éternité, c'est pour ceux qui croient et qui prient. L'immortalité, en dernière instance, c'est le souvenir qu'on laisse dans la cité, le souvenir qu'on laisse à ses proches, la trace qu'on laisse dans la culture. Mais ce que la promesse, la belle promesse que notre société peut nous faire, c'est, comme je dis, vivre plus longtemps, vivre en meilleure santé, vivre en évitant les maladies de parcours dégueulasses qui peuvent nous faucher ou faucher nos amis. Et puis, à travers tout ça, sachant que l'humaine condition demeure la nôtre, on finira tous au cimetière. Mais, si on ramène ça à la COVID, parce que c'est pas sans bien, oui. Eh bien, on ne peut plus désormais suspendre la vie dans l'espoir d'avoir une existence hygiénique, une forme d'hygiénisme intégral. Nous ne retrouverons pas la vie pré-covidienne où il y avait dont il n'y avait pas ce type de risque-là. C'est un risque nouveau qu'on intègre dans nos vies. Du vaccin aux différentes mesures, ça permet de le contenir, mais il faut continuer à vivre désormais. Et Mathieu, là, il y a le risque d'une 5e vague. Bon, puis après ça va être quoi? La 6e vague. Puis après ça va être la 7e vague. Moi, j'aimerais qu'on me dise, et on n'a jamais dit ça, à partir de combien de cas par jour on va dire, ce n'est plus une urgence sanitaire, il faut apprendre à vivre avec. On n'est pas arrivé à ce chiffre-là. On nous l'a pas présenté, ce chiffre. Non, mais c'est qu'on peut pas le trouver exactement. Il y a une part de tâtonnement. On nous dit c'est la science. C'est un peu plus compliqué. La science, elle nous donne des évaluations, des diagnostics, des pronostics. Mais en dernière instance, c'est le politique qui tranche. Si le système de santé est capable d'absorber, X 1000 cas par jour, c'est réglé. Le système de santé est juste capable de traiter cette maladie sans être complètement dévoré par cette maladie. Mais là, on n'y est pas encore exactement, mais on sait qu'on doit réadapter le système de santé en fonction de ça. C'est un jeu d'équilibre. Tout à fait. Il y a un jeu d'équilibre qui est dur à trouver, mais il va falloir à un moment donné, effectivement, apprendre à vivre avec le virus. Ce n'est pas minimiser ce mal-là que de dire ça. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Avec un coup de foudre garanti pour la gamme iPhone 12 à partir de 11 $ par mois avec certains forfaits 24 mois et le crédit retour. Plus un crédit de bienvenue de 200 $. Offre d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Minimisez-vous les effets du diabète de type 2 sur votre cœur? La réalité douce-amère reste que l'impact du diabète ne se limite pas au taux de sucre dans votre sang. Il peut affecter plusieurs parties du corps, y compris votre cœur. En fait, une personne atteinte de diabète de type 2 sur 2 mourra des suites d'une maladie cardiaque. Si vous êtes atteint de diabète et avez des antécédents de maladie cardiaque, sachez qu'il existe des médicaments qui, de concert avec un régime alimentaire et l'exercice, peuvent réduire votre risque de décès dû à des problèmes avec votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Parlez-en avec votre médecin dès aujourd'hui et visitez moncoeurmavie.ca pour en apprendre davantage. Gracieuseté de 2 des compagnies de recherche pharmaceutiques les plus réputées au Canada.
Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, afin de lutter contre l'islamophobie, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a commandé une vidéo à l'Association musulmane du Canada qui affirme que la loi 21 est une loi islamophobe. Premièrement, moi, là, ce qui me choque, au-delà qu'on dise que la loi 21 est islamophobe, on l'a entendu, c'est un vieillard connu. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation d'une province fait à donner de l'argent à un organisme militant pour s'adresser aux étudiants? Ça, j'en reviens pas. Entre toi et moi, c'est pas la première fois, et on voit ça même chez nous aussi. Si on s'intéressait à toutes les associations qui font des conférences d'une manière ou de l'autre dans les écoles, sous prétexte de sensibilisation à telle cause ou à telle cause, on verrait que les militants sont déjà bien implantés dans nos écoles, à même les fonds publics. Permets-moi d'évoquer des souvenirs qui remontent au secondaire. On avait droit régulièrement à différentes associations qui venaient nous expliquer que le racisme c'est mal, très très bien, effectivement, le racisme c'est mal. Mais quand on voyait la définition qui donnait du racisme, on comprenait que le nationalisme québécois, c'était mal. Il y a quelques années encore, au Québec, il y avait la caravane de la tolérance qui se promenait dans nos écoles et qui considérait que, justement, la laïcité conduisait à une logique de discrimination et d'exclusion qui nous rappelait les heures les plus sombres de l'histoire. Donc, tout ça, on l'a déjà chez nous depuis un bon moment, mais ça s'appelle normalement tolérance, ça s'appelle lutte contre les discriminations, et ainsi de suite. Donc, les militants sont déjà présents. Dans le cas auquel tu fais référence, c'est que là, on voit que dans cette espèce de portrait de l'islamophobie qu'on nous présente, c'est intéressant d'ailleurs, on nous dit que l'islamophobie est en hausse depuis le 11 septembre dans le monde occidental. Intéressant point de départ pour le récit. Et là, on ne revient pas à l'esprit que le premier problème du 11 septembre, c'est pas la supposée islamophobie, c'est l'islamisme qui frappe le monde occidental de la manière la plus violente qui soit. Ben oui. Mais bon, étrange renversement des points de vue. Et là, autrement dit, ce qu'on nous explique, c'est que dans cette réaction islamophobe telle qu'il se la représente, eh bien, la laïcité québécoise en est un exemple proche et évident. Alors, pour eux, il n'y a même pas matière à question, il n'y a même pas matière à débat. On est véritablement dans le multiculturalisme d'État à la canadienne, instrumentalisé par une logique qui n'est pas celle de l'islam, mais de l'islamisme. Et donc, c'est l'accouplement de l'islamisme et qui sacralise, en fait, toutes les représentations d'un islam très ostentatoire dans l'espace public, très communautariste, avec le multiculturalisme canadien qui célèbre toutes les identités dites minoritaires et qui refuse de reconnaître la légitimité de la nation québécoise. Tout ça condensé dans une capsule financée par le ministère de l'Éducation en Ontario. Capsule officiellement optionnelle, c'est un contenu pédagogique disponible, mais dans les faits qui représente très très bien la philosophie dominante au Canada par rapport à tout cela. Donc c'est pas vraiment surprenant, c'est juste que de temps en temps ça nous monte en pleine face. Mais c'est pas surprenant, je dirais on le voit depuis si longtemps. Mais tu sais, quelle paresse de la part de nos institutions gouvernementales en disant, bon, on veut parler aux musulmans, on va contacter, il y a une association justement qui regroupe les musulmans, l'Association des musulmans du Canada, eux vont parler à leurs frères et sœurs, comme si tous les musulmans étaient d'accord avec les positions de cet organisme-là, comme si tous les Noirs étaient d'accord avec la Ligue des Noirs du Québec. Tu sais, c'est comme... On s'en lave les mains. C'est trop compliqué de parler. Qui sommes-nous, nous, pour parler, mettons, aux Noirs? Ben, on va s'en remettre à la Ligue des Noirs. Eux autres savent comment parler aux Noirs. C'est la question de la représentation aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire, par définition, dans une société, il faut des instances de représentation pour qu'on puisse débattre. Donc, une nation a besoin d'un parlement, d'une assemblée, on a besoin de médias. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on considère que les associations les plus radicales qui se constituent au nom d'identités dites minoritaires sont des associations qui sont en droit de parler en leur nom. Et quand d'autres musulmans, entre guillemets, décident de parler, on peut penser à une Jemila Benhabib, on peut penser à tous ceux, toutes celles qui ont cherché à faire entendre un autre rapport à l'islam dans l'espace public ces dernières années, eux, on considère que c'est pas des représentants légitimes de la communauté. Oui. Donc, la logique du multiculturalisme canadien nous conduit à favoriser chaque fois, on pourrait dire, des intégristes identitaires de chaque camp, parce qu'ils sont vus comme plus authentiques. Je précise que le cours ECR, dont on s'est récemment débarrassé au Québec, relayait cette vision-là. Le cours ECR considérait que la bonne musulmane est voilée, le bon si porte tel symbole, le bon ça porte tel symbole, et puis quelqu'un qui ne porte pas le symbole
approprié, est un peu moins musulman ou un peu moins bouddhiste ou un peu moins ci ou un peu moins ça dans sa communauté. Donc, cette idéologie-là pousse, en fait, au contrôle je dirais, les militants les plus radicaux d'une communauté se prétendent ses représentants, puis le système médiatique et politique leur reconnaît ce rôle. Donc ça, il faut véritablement se demander qui nous reconnaissons comme interlocuteurs d'une communauté, d'un groupe, et ça nous amène à des questions assez fondamentales sur notre rapport à l'espace public, à la démocratie, aux identités. Écoute, je vais avoir l'air d'un vieux schnock. Je parle d'un autre sujet. Je veux parler de la chronique de Sophie Durocher, ma compagne, aujourd'hui. Elle est tombée sur une vidéo produite par l'ONF. Moi, l'ONF, quand je pense à l'Office national du film, c'est les grands films de Michel Brault, de Pierre Perrault et tout ça. Alors là, l'ONF fait une capsule pour expliquer la nuit des longs couteaux, cette fameuse rencontre où on nous a imposé la Constitution canadienne. Et où on a trahi le Québec. Pour expliquer ça, on a fait affaire à une influenceuse que je connais pas, là, puis qui parle, elle dit c'est un big fail. La nuit des longs couteaux, c'est un big fail. C'est comme si ton ami te donnait un collier BBF, c'est-à-dire BFF, Best Friend Forever, puis que là, t'apprends qu'elle avait donné le même collier à ton ennemi. On dirait qu'elle parle à des attardés mentaux et à des enfants de 6 ans. C'est pour expliquer la nuit des longs couteaux. C'est l'ONF qui fait ça. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler la débilité conquérante, hein. La débilité fière d'elle-même. Et cela dit, c'est qu'on le voit, mais ça, c'est les institutions c'est toujours la même dynamique. On se retrouve avec des gestionnaires dans des institutions qui disent, bon, faut parler aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes? Alors, on va aller voir des influenceurs, des YouTubers. Trouve-moi un YouTuber qui veut parler de Constitution. On a trouvé, la petite est capable de parler de Constitution. Ah ouais, vas-y, puis parle jeune pour qu'ils comprennent. Et là, on voit toute l'espèce de bêtises, à la fois, je dirais, des institutions qui croient justement faire dans l'esprit jeune, tendance, cool, excitant, avec ce type de propagande à 2 balles. Et puis de l'autre côté, ça nous en dit beaucoup, j'ajouterais, sur l'image qu'on se fait de cette jeunesse. Alors que quiconque a déjà enseigné un peu constate que les jeunes sont à la recherche aussi de modèles, de figures verticales, c'est-à-dire qui sont capables d'incarner une certaine autorité. Ils s'attendent à ce que le professeur ait pas des jeans déchirés, des cheveux bleus, puis ils disent pas dans toutes les 2 phrases dis pas des mots en franglais bizarres là, qui parlent pas comme une chanson des Dead Obies. On s'attend à ce que le professeur soit un professeur. Mais ça, c'est le jeunisme de notre époque, c'est que les adultes veulent se mettre à l'école des enfants ou des adolescents plutôt que l'inverse. Puis ça fait des vidéos de débilité aberrantes. Mais encore une fois, ne soyons pas surpris, nous savons que nous sommes contemporains d'une époque peu reluisante. On écoute un petit extrait de cette capsule-là sur la nuit des longs couteaux. On écoute ça. Est-ce que tu t'es déjà senti trahi? Tu sais, quand ton ami te dit que t'es sa BFF, mais que finalement elle donne un collier d'amitié à ta pire ennemie, ça fait mal. Puis là, les deux se mettent à parler dans ton dos en disant toutes sortes de méchancetés à ton sujet. Fait que finalement, ton ami, tu te rends compte qu'il a juste jamais été ton ami. OK, là, elle parle de la Constitution canadienne, des débats qu'il y a eu sur la Constitution. Elle parle de ça, là. Oui, et on a ça qu'en arrière, comme toile de fond, il y a la musique de French B, Bill 101. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Alors, c'est assez amusant quand même de voir qu'on sort des boules à vite quand même. Autre chanson qui avait ses mérites. Mais, ce qu'on voit là-dessus, c'est que c'est le langage, le franglais ado, type médias sociaux qui s'impose comme nouvelle norme linguistique. Et on le voit de plus en plus. C'est un vocabulaire qui, pour moi, c'est un dialecte appauvrissant. C'est un dialecte qui permet pas de penser, de s'exprimer avec un minimum de rigueur et d'intelligence, mais ça s'impose comme norme au nom de la coolitude. Et la coolitude est manifestement, de ce point de vue, le chemin le plus rapide vers l'abolition de l'intelligence. Mais tu sais, tout comme les antiracistes disent, il faut comprendre les Noirs qui réussissent pas en maths parce que les maths ont été conçus par des Blancs, ce qui est finalement un regard extrêmement méprisant envers les gens racisés. Ça, c'est un regard méprisant envers les jeunes en disant, si on leur parle d'histoire avec des mots d'adultes, ils comprendront pas, donc il faut se mettre à genoux et leur parler à leur niveau. Oui, non, absolument, mais il y a du mépris là-dedans, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que on se dit, on va se mettre au niveau supposé de bêtises actuelles chez la jeune génération. Et on oublie qu'en dernière instance, les vrais professeurs, les bons professeurs, sont ceux qui sont capables d'interpeller notre imagination, pas ceux qui nous parlent comme un texto.
C'est vraiment absolument déplorable. C'est l'Office national du film qui a déjà été une grande institution. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Demain. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, j'ai ouvert mon prion en église du mouvement woke, c'est-à-dire mon devoir, et j'ai appris que la littérature jeunesse québécoise était trop blanche. Alors voilà, on apprend c'est un service de bibliothécaire dans le cadre d'une école publique qui juge que les non-blancs, je sais pas comment on doit les appeler, les racisés, les minoritaires, les BIPOC, Black Indigenous People of Color, en tout cas il y a plein de manières de nommer ça, les minorités visibles ne sont pas assez présents dans les livres jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'acheter systématiquement, c'est dit comme tel dans l'article, tous les livres où il y a la représentation d'un non-blanc, bon ou mauvais, la question n'est pas là, c'est précisé. Qu'il soit bon ou mauvais le livre, l'essentiel, c'est qu'il y a une représentation des dits racisés. On nous explique aussi, sans surprise, que les Blancs sont trop présents et il faudrait d'une manière ou de l'autre en finir avec cette représentation trop blanche de la littérature jeunesse. On ajoute aussi que quels sont les critères pour juger de la non-représentativité? Eh bien, c'est que les figures issues des minorités n'ont pas un rôle central ou un rôle qui n'est pas assez valorisé à l'intérieur du livre. Donc, sachons désormais que lorsque nous achèterons des livres jeunesse, lorsqu'on décide de se pencher vers les livres jeunesse, il ne s'agit plus de savoir si c'est un bon livre ou un mauvais livre, mais si c'est un livre qui est trie les gens sont dans la bonne couleur de peau, et deuxièmement, s'il permet une bonne éducation à la justice sociale et à l'antiracisme, comme ça nous est présenté à l'intérieur de l'article. C'est assez fascinant que ce discours-là puisse se tenir sans la moindre gêne, sans la moindre honte. C'est un racialisme revendiqué et qui se présente qui bat pavillon diversitaire. J'ajoute que ce n'est pas sans lien avec un article qui est paru il y a à peu près un an dans la presse où une journaliste nous disait aussi que la littérature québécoise était trop blanche parce qu'on y retrouvait davantage, je dis ça de mémoire, davantage de Gagnon et de Tremblay que de Wang et de Cheng et de... Bon, on aurait pu lui répondre que pour l'instant, Montréal n'étant pas encore Pékin ou Shanghai, il y a plus de Tremblay que de Wang ou de Cheng dans notre littérature jeunesse. C'est un peu comme ça. Je suis désolé. Mais c'est un constant reproche, finalement. Ça nous dit une chose, c'est que la littérature jeunesse, pour une bonne partie du système scolaire, c'est pas un lieu où on apprend la littérature, c'est un lieu où on apprend l'endoctrinement idéologique. C'est pour prêcher les bonnes valeurs. Puis deuxièmement, ça nous rappelle une chose, c'est qu'on est devant des obsédés de la race qui considèrent finalement que, donc, derrière leur antiracisme fallacieux, on est simplement devant une volonté de tasser dans leur esprit les Blancs qui sont de trop et qui seraient trop hégémoniques et qu'il faut chasser du paysage symbolique. Donc, voyant tout cela, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Nous sommes devant une obsession racialiste. Et tu dis maintenant, on ne juge pas un livre selon sa qualité littéraire, mais selon son quota, s'il respecte les quotas de personnages racisés. Je fais un aparté hier, dans le National Post. Il y avait un texte, Mathieu, très intéressant. C'est un chercheur de l'Université McGill qui est spécialisé dans les lasers, et lui, il demande des grants, en fait des subventions, des bourses du gouvernement pour mener à bien ses recherches. Et à 2 reprises, on a refusé de lui donner des bourses sous prétexte que son équipe de chercheurs avec laquelle il travaille n'était pas suffisamment diversifiée. Je tiens à souligner que ce chercheur-là, grand chercheur à McGill, il est lui-même d'origine indienne. Il est indien et il dit, je m'excuse, mais moi, je veux embaucher les meilleurs dans mon équipe de chercheurs, les meilleurs dans mon domaine, c'est-à-dire les lasers, et je veux pas embaucher quelqu'un parce qu'il est de telle couleur de peau, de telle race et tout ça. C'est un Indien qui dit ça, là. Mathieu. Ouais, alors c'était fascinant. J'ai lu cet article qui m'a renversé et je précise que son projet n'a même pas pu être évalué par des pairs, donc par des collègues qui connaissent son dossier. Il a été bloqué au niveau bureaucratique de la bureaucratie EDI, Équité, Diversité, Inclusion,
qui est l'approche, appelons ça, c'est l'idéologie racialiste et diversitaire appliquée au management et à la gestion d'entreprise. Donc, tu noteras qu'on embauche partout aujourd'hui des spécialistes en EDI, équité, diversité, inclusion, qui sont vraiment des commissaires politiques, des commissaires idéologiques au service du multiculturalisme. Je me permets de le dire, tu me pardonneras ce moment de petite fierté ou d'orgueil. Ce soir, un de mes 2 éditos à Face à l'info, l'émission où je suis éditorialiste en France de l'audio-jeudi sur CNews, sera consacré à cet événement à l'Université McGill, tellement je trouve que c'est représentatif de ce que le Canada devient. Donc, je parlerai du National Post et de l'Université McGill à nos amis français ce soir. Oui, super. Écoute, j'aimerais ça entendre ça. J'en ai parlé du spectacle que j'ai vu hier, mais je vais t'en reparler à toi. La Place des Arts, hier, il y avait un spectacle qui s'intitulait « Quand on aime, on a toujours 20 ans ». Et sur scène, Mathieu, il y avait Jean-Pierre Ferland, il y avait Claude Gauthier, il y avait Yvon Deschamps, il y avait Clémence Desrochers. Probablement chacun, peut-être la dernière fois qu'on va les voir sur scène, on rendait hommage à ces géants de la chanson québécoise. Mm-hmm. Ils étaient tous blancs. C'était tous des blancs. Et alors, c'était ça le Québec à cette époque. Et alors? Oui, puis on pourrait le dire avec un terme technique qui nous vient du grec probablement, so fucking what. C'est-à-dire, quand on a ça, j'essaie de comprendre le problème, en fait, c'est-à-dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire, effectivement, on était surtout blancs. Puis, tout comme au Japon, ils ont surtout l'air, ils ont l'air asiatiques, puis ils ont l'air des Japonais. Et puis, globalement, en Afrique noire, on est noir. Et puis, bon, on peut poursuivre la chose longtemps. Mais globalement, jusqu'à l'immigration massive des dernières décennies, des dernières années, le monde occidental était essentiellement blanc. C'est comme ça. Je sais. Et là, il faudrait se culpabiliser après coup pour l'avoir été. Alors, il y a quelque chose d'un peu étrange là-dessus. D'autant que les Québécois n'ont jamais, il y a une pathologie de appelons ça de l'identité blanche, c'est le suprémacisme blanc, c'est un machin américain, c'est un machin du sud des États-Unis, c'est le travers africain-mer, c'est-à-dire c'est le propre du régime de l'apartheid qui est un régime scandaleux, il n'y a pas le moindre doute. Mais les Québécois se sont pas historiquement définis comme blancs. Ils sont définis par leur langue, leur culture et ainsi de suite. On les qualifiait de nègres blancs d'Amérique, faut pas l'oublier. Bon. Mais une fois que tout ça est dit, on était blancs. S'il faut se regarder dans le miroir, globalement, c'est ce qu'on était. Eh bien, ça fait scandale aujourd'hui, et on considère que ça fait tache dans le portrait. Puis il y a même cette idée de réécrire l'histoire pour retrouver dans le passé les traces du multiculturalisme ou de la diversité telle qu'on se la représente aujourd'hui. Moi, je regarde ça, je me dis là, il y a des limites à toujours se culpabiliser de tout. Il y a des limites, on se regarde dans le miroir, on se culpabilise. Il y a quelque chose d'insupportable là-dedans, et pire que tout, c'est que les racialistes vont finir par pousser les gens à se définir comme blancs. En dernière instance, on va se faire traiter de blanc tout le temps. Vous êtes blanc, trop blanc, il y a trop de blanc, il y a trop de blanc. Mais il y a bien des gens qui vont dire, bon, OK, on est blanc, puis comment ça, on est trop, puis c'est quoi cette manie-là? Puis s'il faut se définir comme blanc, mais on va avoir une espèce de logique de racialisation de toutes les appartenances, alors que ce qui permet de transcender la logique raciale, c'est la nation, faut pas l'oublier. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est un refus de l'héritage, c'est un refus de la culture, puisque c'est un spectacle d'adieu dont on nous parle en quelque sorte, mais oui. C'est un Québec qui méritait quand même notre amour, c'est un Québec qui n'avait pas que du mauvais. Tout à fait. Dans la salle, là, c'était pas mal blanc. Là. Je suis pas allé voir là, sur les balcons et tout ça, mais j'ai regardé, puis c'était des gens de cette génération-là. On n'a pas à être honteux de ça. Écoute, on est une subvention. Notre culture, elle est subventionnée. On a besoin de subventions pour faire naître notre culture, la faire vivre. Et maintenant, les artistes doivent répondre à des quotas. On te dira pas, est-ce que le scénario de ton film est bon? On va dire, est-ce que ton quota de personnages racisés, et attends une minute, pas n'importe quoi, ça doit être des personnages qui sont inspirants. Il faut que ça soit un médecin noir, il faut que ça soit un chercheur indien, mais t'es détenu en prison, là, il faut que tu t'assures que ce soit tous des blancs, là. Oui, mais je précise que ça fait penser quand même à l'art officiel sous le régime soviétique. Hein. C'est-à-dire, évidemment, il faut pas pousser la comparaison trop loin, mais un art qui a pour fonction de valoriser, de consolider l'idéologie officielle, de la pousser toujours plus loin. Et là, on va nous dire, est-ce que finalement cette œuvre d'art porte des bonnes valeurs, oui ou non? Ce qui a le défaut de chasser l'histoire de la littérature, de la peinture, de la chanson, bien des œuvres qui sont pas exactement cadrées dans le moule diversitaire, justement. Mais on passe du réalisme socialiste au réalisme diversitaire, et on n'est pas conscient, je crois, du fait qu'on bascule dans un monde de moins en moins libre, de plus en plus congelé, de plus en plus étroit, de plus en plus gainé idéologiquement. Et on entre là-dedans.
Et puis, je reviens sur l'exemple au début de notre échange sur la question de la littérature jeunesse. C'est que là, on veut finalement, dès l'enfance, là, il ne s'agit plus d'avoir des lectures qui inspirent, appelons ça les grandes vertus, le désir de se dépasser, de tout ce qui permet en fait à la jeunesse d'être aventure et voyage à tout moment mental. Non, il s'agit maintenant de discipliner, de programmer idéologiquement la jeune génération, de la pousser à se définir dans une logique raciale, puis de nous culpabiliser d'être là, finalement, depuis 400 ans, parce qu'apparemment, on n'était pas assez pluriel et ainsi de suite depuis les origines. Donc, on est dans cette espèce de cercle un peu infernal idéologiquement, où c'est une logique de culpabilisation à outrance. C'est à qui se fera le plus de signalement moral publiquement en disant, mais moi, je suis ouvert. Et puis, à travers ça, il y a une chose qu'on oublie, c'est que les Québécois francophones sont généralement les seuls à s'intéresser à leur propre culture. On les accuse de ne pas s'ouvrir suffisamment à l'autre, mais l'autre s'intéresse-t-il à nous? Ça, manifestement, c'est une question qu'on n'aime pas. Ça, je l'ai vu hier. Et en terminant, je fais un aparté. Je me suis fait parvenir un nouveau journal qui est apparu en France, qui s'appelle Franc-Tireur, qui est un hebdomadaire. Il y a des gens comme Caroline Fourest derrière ça. Il y a Raphaël Enthoven. Et j'ai eu le premier numéro hier que j'ai lu avec très grand intérêt. Et on dit là-dedans que le métier d'intellectuel, les combats que doivent mener les intellectuels sont de plus en plus complexes parce qu'on doit combattre sur deux fronts. On doit combattre, les woke, c'est ce genre de gauche identitaire, mais on doit aussi combattre la crispation aussi d'identitaires de droite. Et donc, eux se semblent être fiers de dire d'extrême centre. Qu'est-ce que tu penses de cette... C'est la théorie de la tenaille identitaire qui consiste à dire que oui, il y a d'un côté l'islamisme ou l'idéologie woke et tout ça, puis de l'autre côté, il y aurait le repli populiste dans nos sociétés. Moi, je trouve que autant il y a des gens tout à fait estimables dans ce journal, des gens que j'estime vraiment, autant que cette théorie-là ne me semble pas tenir, ça place sur le même pied la réaction légitime des populations occidentales, des peuples occidentaux, qui globalement veulent persévérer dans leur être, ne veulent pas devenir étrangers chez eux, veulent se définir pas seulement par des valeurs universelles, mais par leur culture, leur héritage, leur enracinement, leur tradition. Puis de l'autre côté, le discours, soit islamiste, soit woke, dans leur esprit, s'ils le placent dans un même camp. Et j'ai l'impression que pour moi, je le dis en tout respect pour plusieurs de ces personnes-là, ça c'est un discours de gens de gauche qui ont compris que l'islamisme, le multiculturalisme et puis le wokisme, c'est des thèses distinctes, on s'entend, mais dans leur esprit, ils le mettent dans la même catégorie. Ils ont compris que c'est dangereux, mais ils veulent demeurer de gauche. Donc pour demeurer de gauche, ils ont besoin d'inventer un péril équivalent à droite pour se dire que nous, on est l'extrême centre et on ne bascule ni d'un côté ni de l'autre. J'y vois, appelons ça, c'est une chose propre à une partie du milieu intellectuel français où on peut être lucide à condition de continuer à se dire de gauche. De quelle manière on peut continuer à se dire de gauche? C'est en voyant de l'extrême droite partout. Disons que c'est un travers de ce journal qui, par ailleurs, n'est pas sans intérêt. On y trouve une écrivaine remarquable, Abdouche Shelbani. On y trouve des gens de grande qualité. Mais cette théorie-là me semble plus boiteuse que féconde. En tout cas, dans le premier numéro, on s'attaque à Zemmour. Dans le deuxième numéro, qui est paru hier, c'est tous les mercredis, on s'attaque à l'islamisme. Donc, tu sais... Oui, exactement. C'est le jeu d'équilibre dans leur esprit. Oui. Il faut quand même, à un moment donné, on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour, du bien, du mal, le critiquer, tout ça. Puis pour vrai, il y a des vraies critiques à mener. Mais le présenter comme l'envers de l'islamisme, c'est simplement pas sérieux. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut. Bonne journée. Bye. Ce serait peut-être le temps d'avoir un petit tête-à-tête avec votre cœur. Inutile de dorer la pilule. L'impact du diabète de type 2 ne se limite pas au taux de sucre dans votre sang. Il peut affecter plusieurs parties du corps, y compris votre cœur. Si vous êtes atteint de diabète et avez des antécédents de maladies cardiaques, sachez qu'il existe des médicaments qui, de concert avec un régime alimentaire et l'exercice, peuvent réduire votre risque de décès dû à des problèmes avec votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Parlez-en avec votre médecin dès aujourd'hui et visitez moncoeurmavie.ca pour en apprendre davantage. Gracieuseté de 2 des compagnies de recherche pharmaceutiques les plus réputées au Canada. Est-ce que vous avez vu celui de la fille de Terre-Neuve et de son journal intime quand elle avait 10 ans? Elle l'avait oublié dans une cachette secrète. 26 ans plus tard, elle nous lit des extraits de son journal qui parlent des 2 garçons pour qui elle a eu un kick à 10 ans. Bjorn et Geoffrey. Il faut le voir. TikTok. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau.
Alors Mathieu, on en avait parlé, le ministère de l'Éducation de l'Ontario diffuse une vidéo qui affirme que la loi 21 est islamophobe. Donc hier, il y a eu une motion à l'Assemblée nationale disant que c'est complètement faux, pourfendant cet amalgame-là, cet odieux amalgame. Et Québec solidaire n'a pas voté ni pour ni contre. Et pourtant, Gabriel Nadeau-Dubois a dit il n'y a rien de raciste dans la loi 21. Ben s'il y a rien de raciste dans la loi 21, pourquoi ton parti ne le dit pas haut et fort en appuyant la motion qui pourfendait l'affirmation du ministère de l'Éducation de l'Ontario? Mathieu, c'est à n'y rien comprendre. Oh, pourtant, c'est finalement simple, je trouve. C'est-à-dire que QS, fondamentalement, considère que la loi 21 est une loi qui relève du racisme systémique. Ils l'ont déjà dit. Qu'elle est islamophobe ou joue sur l'islamophobie indirectement. Ça, c'est la thèse de repli. C'est-à-dire, ils vont nous dire ce n'est pas une loi islamophobe, mais elle a des effets islamophobes indésirés. Ils peuvent dire ça, bien qu'on en trouve aussi pour nous dire que directement c'est islamophobe. D'une manière ou de l'autre, QS n'est pas favorable à la loi 21. QS est un parti aligné idéologiquement maintenant sur le multiculturalisme canadien. Mais QS est dans un moment où il cherche à gagner. On est à 1 an des élections. Ils savent que s'ils se positionnent explicitement contre la loi 21, qui est plébiscitée chez les Québécois francophones, ça peut leur causer de vilains soucis. Donc, que font-ils? Ils s'en vont, ils cherchent à dissimuler leur opposition, parce que finalement, si on n'en parle pas, si on rase les murs, ça sera pas remarqué. QS veut rejoindre en ce moment, avec des thèmes économiques plus classiques, une partie de la classe moyenne francophone. Donc, ils veulent tout simplement ne pas être entendus sur cette question. Elle est pourtant centrale, et on sait c'est quoi le fond des choses. QS est opposé à cette loi. Ils sont tout simplement pas capables de l'assumer dans un vote comme celui-là. Il y a un mot pour ça, pleutre. Ils sont pleutres. Oui, parce que lâcheté aussi, poltron. Il y en a toute une série de termes qu'on peut utiliser. Manque de courage aberrant. Mais le fait est que QS, dans tout cela, ne nous surprend pas. Parce que tout parti qui veut croître comprend un jour qu'il y a des éléments de doctrine qui entravent sa croissance. Et là, QS se dit, puis ils veulent pas se renier parce que c'est une vraie conviction chez eux. Ils sont convaincus fondamentalement que le racisme systémique structure les relations sociales au Québec. Ils l'ont dit assez souvent. Ils cherchent à faire passer ça pour une affirmation très banale. Quand j'entendais Gabriel Nadeau-Dubois la semaine passée au bilan, l'émission du vendredi soir avec Emmanuel Latraverse, nous dire qu'il y a du racisme au Québec, pas plus, pas moins qu'ailleurs. Bon, premièrement, je dirais qu'il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, franchement. Puis deuxièmement, la notion de racisme systémique, elle relève d'un autre registre, on en a souvent parlé, et eux, c'est un point de doctrine chez eux. Donc là, comment assumer un point de doctrine fondamental quand on le sait rejeté par la population? Mais en dernière instance, je crois que le commun des mortels ne se laisse pas bluffer par tout cela. Il comprend ce dont il est question et il témoigne d'une grande réserve envers QS. Mais ce qu'ils disent, c'est que je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est ça, là? Exactement. Ah, mais ça, c'est la position la plus audacieuse qui soit, nous le savons. Hein. Alors non, ils sont ni pour ni contre, bien au contraire. En fait, ils sont officiellement neutres, pour leur base très contre, et puis là, ils vont chercher à jouer avec cet enjeu-là pendant les 6 prochains mois. Mais ça ne change rien au fond des choses. C'est ça l'affaire. À un moment donné, il y a des manœuvres parlementaires. D'ailleurs, là, il faut voir, il y a eu un manque de loyauté envers le Québec. Parce que le Québec défendait sa réputation et son honneur devant une campagne de diffamation anti-québécoise ontarienne. Bon, on y est habitué, c'est pas la première, mais là, normalement, on pouvait espérer un réflexe de saine unanimité de l'Assemblée nationale pour condamner ces propos contre le Québec. Mais QS a décidé de se soustraire à ça. Franchement, même sur le plan de la loyauté première à la démocratie québécoise, donc ils ont un rapport trouble finalement à ça, parce qu'ils préfèrent leur idéologie, leurs obsessions idéologiques, plutôt que de dire on est contre la loi 21, mettons, là, mais en dernière instance, ce qui vient de l'attaque, qui vient d'Ontario était légitime. Eh ben non, ça, ils en sont pas capables. Ben c'est ça, parce que quand je dis ils sont pleutres des deux bords, c'est-à-dire ils sont pleutres parce qu'ils n'appuient pas la loi 21, puis ils disent pas au fort, c'est faux qu'elle est islamophobe, mais ils sont pleutres parce que même dans leur esprit, c'est une loi islamophobe et ils ont peur de le dire. Ils ont peur de dire, nous sommes contre cette motion. Il fallait voir certains des extraits de leur congrès qui ont filtré, qui étaient disponibles en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ça. Et là, on voyait les militants de type des collectifs genre Tendance internationale, marxiste, socialiste,
2.0, là, des trucs comme ça. Là. C'est vraiment du folklore d'extrême gauche dans ce qu'il y a de plus loufoque. Mais là, on était devant des jeunes militants qui étaient très remontés, puis pour qui il n'y avait aucune ambiguïté sur la nature de la loi 21. Pour eux, c'était clairement racisme, discrimination, islamophobie. On en trouve d'autres pour dire ça. On va les trouver dans les émissions grand public, on va les trouver dans les journaux pour dire que c'est une loi islamophobe. Mais ça, c'est le bon vieux Québec bashing qui se maquille aujourd'hui dans le langage de la diversité. C'est le génie du régime canadien que d'avoir réussi à dissimuler son aversion fondamentale et structurelle envers le Québec en position d'ouverture pour la diversité, pour la tolérance, et ainsi de suite. Et puis une partie, bon, par ailleurs, ce courant de pensée-là, il est présent partout en Occident, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent au Québec. Mais ce qui est particulier chez nous, c'est que là, aujourd'hui, on fait le procès de la légitimité même du droit des Québécois à décider de leurs règles collectivement, de notre droit de fixer les paramètres de notre existence collective, et on cherche à faire passer ça, encore une fois, sous le signe de la diversité. C'est un espèce de dispositif idéologique auquel on est habitué, mais quand ça compte, quand il faut défendre l'honneur du Québec, QS n'est pas là. C'est assez triste, en fait. Qu'est-ce qu'on dit du Parti conservateur fédéral? On dit qu'ils avancent masqués. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, Erin O'Toole, M. Scheer se donnent des airs de modérés, mais finalement, ce sont des extrémistes masqués. On pourrait dire la même chose au Québec solidaire. Mais bien sûr, mais ça impliquait qu'on rompe avec le régime du 2 poids 2 mesures. Hein, parce que ça, c'est le 2 poids 2 mesures qui structure notre espace public. Donc, quand il y a des fanatiques à QS, ça compte pas. Quand il y a des extrémistes ou des radicaux Parti conservateur, là, on est terrifiés. Bon. Mais le fait est que, non, QS, faut voir la base militante de QS, comme la base militante de NPD, c'est pas des joyeux lurons, là. C'est-à-dire, ce sont des courants idéologiquement très militants, très radicaux, qui adhèrent à des thèses, des théories, une philosophie qui sont globalement en contradiction avec la démocratie libérale, qui sont globalement en contradiction avec, on pourrait dire, les consensus élémentaires de la société québécoise. Donc là, on est devant un parti qui a tout ça. Mais les médias ont décidé que c'était la conscience morale généreuse de notre société. Donc, ces débordements-là, on n'en parle pas vraiment. Ou on en parle sur le mode anecdotique, ou on en parle de manière amusée, mais on prend pas au sérieux le fait qu'on est dans des courants qui sont plus inquiétants qu'on ne le dit. Écoute, Dominique Anglade, qui est en congrès ce week-end, on sait que c'est pas facile pour elle. Il y a des libéraux qui disent que le Parti libéral est vraiment viré beaucoup trop à gauche, que c'est une pâle copie de Québec solidaire. Il y a des gens qui sont furieux parce que les francophones ont réussi pas à les courtiser. Il y a des gens qui disent ils sont plus aussi fédéralistes que Couillard l'était. Bref, ça tire de tout bord, tout côté au PLQ, là. En fait, pour le Parti libéral, ce qui est assez particulier. Aujourd'hui. Oui, allô? Oui, OK, on reprend ta phrase, s'il te plaît. Oui, je disais que il y a quelque chose d'absolument fascinant au Parti libéral, c'est qu'on trouve une base militante qui considère que le parti n'est pas assez fédéraliste. Oui. Mais ils ont besoin de quoi de plus exactement? C'est-à-dire, ils ont besoin de quoi? C'est quoi la revendication de plus? Que le Québec endosse le multiculturalisme, abolisse la loi 101, puis demande la transformation de la province de Québec en annexe lointaine de l'État fédéral? Ils ont besoin de quoi pour être plus fédéralistes? Ils ont congédié la possibilité même de la souveraineté. Ils ne font plus d'une modification constitutionnelle un élément de programme essentiel. Ils ne défendent d'aucune manière la loi 101. Ils ne défendent d'aucune manière le statut français du Québec. Ils sont favorables à une hausse de l'immigration globalement, mais ils ont besoin de quoi de plus? Donc, finalement, pour ces gens-là, le problème, c'est l'existence du peuple québécois, il faut bien le dire. Écoute, est-ce que tu as lu le texte de Thomas Mulcair, avec qui tu débats régulièrement à la Joute, qui écrit que la loi 21, elle est islamophobe? Alors, je discutais un peu tantôt en début d'émission avec Thomas et Jean-François Lisée. Ils ont croisé le fer là-dessus, là. Vraiment. Oui. J'ai lu le texte. Je ne ferai pas injure à Thomas en disant je ne l'ai jamais trouvé particulièrement convaincant sur ces questions-là. Pour le dire d'un euphémisme. Moi, je ne pique pas mes collègues, mais disons que sur cette question-là, on a convenu d'un désaccord fondamental, et dans ce désaccord fondamental, j'ai convenu que j'avais fondamentalement raison, il avait fondamentalement tort. et lui l'inverse. Écoute, c'est ton émission. Oui, mais lui, il se trompe. Demain, c'est ton émission CNews qu'on peut regarder, bien sûr, sur ta page Facebook. Écoute, qui tu reçois comme invité? Je reçois Brice Couture.
Couturier, qui est un journaliste tout à fait remarquable à France Culture. Il écrit au Point. Il a publié un livre remarquable, OK Millennials, où il critique une réponse à OK Boomer, où c'est vraiment une étude en profondeur de tout ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui. Donc là, il se plonge à l'intérieur de ça, une étude très fine, documentée, bien menée. Donc je suis très heureux de le recevoir demain pour parler de ça. Oh, ça va être croustillant, ça. Écoute, je sais, Mathieu, que tu as un horaire de fou. Tu n'as pas 2 minutes à toi, mais si jamais tu peux trouver un petit peu de temps, si tu peux aller voir Aline qui cartonne en France, et j'aimerais bien avoir une discussion avec toi sur ce film-là, si tu as du temps. J'essaierai. Je peux pas le jurer parce que j'ai une sorte de vie un peu serrée, mais j'essaierai. OK. Merci beaucoup. Bon week-end et bon show demain, Mathieu. Bye bye. Salut.